Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, nous allons avoir une vidéo sur le thème du fantastique qui reprend une nouvelle de Guy de Maupassant afin de faire des exercices de compréhension orale. Vous savez que sur notre chaîne, il y a beaucoup de podcasts où je lis des nouvelles de Guy de Maupassant. Je vous invite à les réécouter. Vous avez donc deviné que c'est l'un de mes auteurs préférés. Et nous avons aussi de temps en temps des vidéos de grammaire, de compréhension orale comme c'est le cas aujourd'hui, de vocabulaire et de conjugaison. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une vidéo sur cette nouvelle de Guy de Maupassant intitulée La chevelure? Eh bien tout simplement parce que j'ai reçu des messages de personnes qui suivent cette chaîne et qui m'avaient demandé des conseils de lecture suite à la vidéo Apprendre le français avec les romans. Et effectivement, si un roman c'est trop long, avec une nouvelle, vous pouvez parfaitement lire et apprendre du vocabulaire et de la conjugaison. D'ailleurs, après la lecture de cette nouvelle, vous allez avoir des exercices de conjugaison avec la compréhension orale. Les exercices de conjugaison seront sur notre site French Discoveries dans quelques jours et les exercices de compréhension orale seront juste après la lecture de la nouvelle. Je vous invite à regarder le chapitrage de cette vidéo pour naviguer plus rapidement. Voilà, si vous connaissez déjà la nouvelle, vous pouvez en fait tout simplement essayer de répondre déjà au QCM et puis après réécouter la nouvelle. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les exercices, vous pouvez aussi écouter la nouvelle juste pour le plaisir de découvrir cette œuvre de Guy de Maupassant. Alors, la chevelure, pourquoi j'ai choisi la chevelure? Eh bien parce que les élèves m'ont demandé, donc comme je vous ai dit, de leur conseiller des lectures. Et notamment, nous sommes au mois d'octobre et bientôt arrive Halloween. Et c'est un mois, généralement, on aime bien parler de tout ce qui va être paranormal, tout ce qui va être fantastique. Et moi j'adore la façon dont les auteurs du 19e siècle parlent de ces sujets. Parce qu'il y a toujours une possibilité que ce soit psychologique. Alors par exemple lorsque vous lisez des nouvelles d'Edgar Allan Poe ou d'autres nouvelles de Guy de Maupassant, notamment le plus connu, Le Horla, on peut se dire oui effectivement ce sont des personnes qui ont des problèmes psychologiques et donc des hallucinations. Et personnellement j'aime bien quand on peut avoir le doute et j'aime bien un peu cette étrangeté. Et en fait, j'ai toujours l'impression, vous voyez, j'adore Henry James également, qui est un grand auteur de nouvelles fantastiques, mais j'ai moins le doute quand je lis quelque chose en anglais avec Henry James que quand je lis quelque chose avec Guy de Maupassant. Pareil avec Edgar Allan Poe, certes, il y a certaines nouvelles qui me font assez peur, mais j'ai beaucoup moins peur que quand je lis les nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant. Et je me suis posé la question, et en fait, je pense que c'est parce que finalement, connaître l'âme humaine, connaître l'être humain et ses angoisses et ses obsessions, bah, ça fait aussi peur, voire plus peur que des histoires de fantômes. Donc voilà, donc je ne vais pas vous partager d'histoires de paranormal ou d'esprit ou de choses comme ça. Je préfère vous partager l'histoire d'un homme avant la psychiatrie, puisque quand Maupassant écrit sa nouvelle, on est en 1884, et donc la manière dont on traitait les personnes qui avaient des troubles mentaux, c'était souvent avec du mépris et avec aussi des fois des mauvais traitements. Il prenait notamment des bains d'eau glacée, et puis vous savez que pendant la guerre, bah, les dernières personnes à être nourries, bah, c'était les personnes folles. On privilégiait d'abord la population active, et des personnes qui ont été en asile, je pense notamment à Camille Claudel, sont mortes de faim parce que en fait on ne fournissait pas assez de nourriture. Ses écrits sont cathartiques et qu'il n'hésite pas
à aller vraiment courageusement parler de choses dont d'autres auteurs ne parlent pas, et c'est pour ça que j'aime bien. Lorsqu'il a écrit la nouvelle Ce cochon de Morin, il parlait déjà du consentement à une époque où les femmes avaient beaucoup de mal à faire entendre leur voix, et où cette notion de consentement n'existait quasiment pas. Donc je le trouve assez précurseur. Et dans la nouvelle La Chevelure, je le trouve aussi précurseur parce que lorsqu'il décide d'écrire une nouvelle fantastique, il décide aussi de nous laisser le bénéfice du doute. Peut-être avons-nous face à nous un homme devenu fou. Et en même temps, il y a une petite critique, vous voyez, des médecins. Mais Guy de Maupassant, qui avait une santé très fragile et qui avait été donc amené à vivre des expériences dans des maisons de repos et dans des cliniques, laisse ici cours à sa critique de la prise en charge des personnes qui ont des problèmes mentaux, et il montre bien que le corps médical n'a pas du tout d'empathie à cette époque. Et en même temps, c'est toujours très intéressant de lire les nouvelles dans lesquelles il parle des personnes qui sont malades, parce qu'on voit vraiment une évolution entre son époque et notre évolution actuelle, et on a vraiment la sensation qu'on a un progrès. Donc quelque part, lire les nouvelles de Guy de Maupassant, ou même certains de ses romans, ça fait un peu froid dans le dos en se disant oh là là, les gens sont horribles, mais en même temps on se dit oh mais heureusement dans notre époque ça a évolué, donc c'est un petit peu rassurant. Ça me fait un peu l'effet, vous savez, comme quand on est enfant, on a envie de se faire peur et de se rassurer, et donc dans cette nouvelle La Chevelure, c'est pareil. Et je trouve que dans ce côté dégoût et attraction, il arrive donc à créer une ambiance vraiment effrayante. Et nous allons ensuite faire quelques exercices. Je vous souhaite en tout cas une très bonne écoute, et je vous dis à très bientôt. Nous verrons par la suite d'autres sujets. Je pense que là on a fait compréhension orale. On va revenir ensuite sur un point de grammaire. J'essaie de classer par rapport à vos demandes et aussi par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui compréhension orale, et pour la semaine prochaine on sera sur un point de grammaire. Voilà, je vous annonce le programme. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bonne semaine. La Chevelure de Guy de Maupassant a été publiée le 13 mai 1884 dans la revue Le Gil Blas. Elle a ensuite été intégrée au recueil de nouvelles de Guy de Maupassant, Toine. La Chevelure, Guy de Maupassant. Les murs de la cellule étaient nus, peints à la chaux. Une fenêtre étroite et grillée, percée très haut de façon qu'on ne pût pas y atteindre, éclairait cette petite pièce claire et sinistre, et le fou, assis sur une chaise de paille, nous regardait d'un œil fixe, vague et hanté. Il était fort maigre, avec des joues creuses et des cheveux presque blancs qu'on devinait blanchis en quelques mois. Ses vêtements semblaient trop larges pour ses membres secs, pour sa poitrine rétrécie, pour son ventre creux. On sentait cet homme ravagé, rongé par sa pensée, par une pensée, comme un fruit par un ver. Sa folie, son idée était là, dans cette tête, obstinée, obsédante, dévorante. Elle mangeait le corps peu à peu. Elle, l'invisible, l'impalpable, l'insaisissable, l'immatérielle idée minait la chair, buvait le sang, éteignait la vie. Quel mystère que cet homme tué par un songe! Il faisait peine. Peur et pitié se possédaient. Quel rêve étrange, épouvantable et mortel habitait dans ce front qu'il plissait de rides profondes sans cesse remuantes. Le médecin me dit « Il a de terribles accès de fureur. C'est un des démons les plus singuliers que j'ai vus. Il est atteint de folie érotique et macabre. C'est une sorte de nécrophile. Il a d'ailleurs écrit son journal qui nous montre le plus clairement du monde la maladie de son esprit. Sa folie y est pour ainsi dire palpable. Si cela vous intéresse, vous pouvez parcourir ce document. » Je suivis le docteur dans son cabinet et il me remit le journal de ce misérable homme. « Lisez, dit-il, et vous me direz votre avis. » Voici ce que contenait ce cahier.
Jusqu'à l'âge de 32 ans, je vécus tranquille, sans amour. La vie m'apparaissait très simple, très bonne et très facile. J'étais riche, j'avais du goût pour tant de choses que je ne pouvais éprouver de passion pour rien. C'est bon de vivre. Je me réveillais heureux chaque jour pour faire des choses qui me plaisaient et je me couchais satisfait avec l'espérance paisible du lendemain et de l'avenir sans souci. J'avais eu quelques maîtresses, sans avoir jamais senti mon cœur affolé par le désir ou mon âme meurtrie d'amour après la possession. C'est bon de vivre ainsi. C'est meilleur d'aimer, mais terrible. Encore, ceux qui aiment comme tout le monde, doivent-ils éprouver un ardent bonheur ? Moindre que le mien peut-être, car l'amour est venu me trouver d'une incroyable manière. Étant riche, je recherchais les meubles anciens et les vieux objets. Et souvent je pensais aux mains inconnues qui avaient palpé ces choses, aux yeux qui les avaient admirées, au cœur qui les avait aimées, car on aime les choses. Je restais souvent pendant des heures et des heures, à regarder une petite montre du siècle dernier. Elle était si mignonne, si jolie, avec son émail et son or ciselé. Et elle marchait encore comme au jour où une femme l'avait achetée dans le ravissement de posséder ce fin bijou. Elle n'avait point cessé de palpiter, de vivre sa vie de mécanique, et elle continuait toujours son tic-tac régulier depuis un siècle passé. Qui donc l'avait portée la première sur son sein dans la tiédeur des étoffes, le cœur de la montre battant contre le cœur de la femme? Quelle main l'avait tenue au bout de ses doigts un peu chauds, l'avait tournée, retournée, puis avait essuyé les bergers de porcelaine ternie d'une seconde par la moiteur de la peau? Quels yeux avaient épié sur ce cadran fleuri l'heure attendue, l'heure chérie, l'heure divine? Comme j'aurais voulu la connaître, la voir, la femme qui avait choisi cet objet exquis et rare. Elle est morte. Je suis possédée par le désir des femmes d'autrefois. J'aime de loin toutes celles qui ont aimé. L'histoire des tendresses passées m'emplit le cœur de regret. Oh, la beauté, les sourires, les caresses, jeunes, les espérances. Tout cela ne devrait-il pas être éternel? Comme j'ai pleuré pendant des nuits entières sur les pauvres femmes de jadis, si belles, si tendres, si douces, dont les bras se sont ouverts pour le baiser et qui sont mortes. Le baiser est immortel, lui. Il va de lèvre en lèvre, de siècle en siècle, d'âge en âge. Les hommes le recueillent, le donnent et meurent. Le passé m'attire, le présent m'effraie parce que l'avenir c'est la mort. Je regrette tout ce qui s'est fait, je pleure tous ceux qui ont vécu. Je voudrais arrêter le temps, arrêter l'heure, mais elle passe, elle me prend de seconde en seconde un peu de moi pour le néant de demain, et je ne revivrai jamais. Adieu celle d'hier. Je vous aime, mais je ne suis pas à plaindre, je l'ai trouvée moi celle que j'attendais, et j'ai goûté pour elle, par elle, d'incroyables plaisirs. Je rôdais dans Paris par un matin de soleil, l'âme en fête, le pied joyeux, regardant les boutiques avec cet intérêt vague du flâneur. Tout à coup, j'aperçus chez un marchand d'antiquités un meuble italien du XVIIe siècle. Il était fort beau, fort rare. Je l'attribuais à un artiste vénitien du nom de Vitelli qui fut célèbre à cette époque. Puis je passais. Pourquoi le souvenir de ce meuble me poursuivit-il avec tant de force que je revins sur mes pas? Je m'arrêtai de nouveau devant le magasin pour le revoir et je sentis qu'il me tentait. Quelle singulière chose que la tentation! On regarde un objet et peu à peu il vous séduit, vous trouble, vous envahit, comme ferait un visage de femme. Son charme entre en vous, charme étrange qui vient de sa forme, de sa couleur, de sa physionomie de choses, et on l'aime déjà, on le désire, on le veut. Un besoin de possession vous gagne, besoin doux, d'abord, comme timide, mais qui s'accroît, devient violent, irrésistible, et les marchands semblent deviner à la flamme du regard l'envie secrète et grandissante. J'achetai ce meuble et le fis porter chez moi tout de suite. Je le plaçai dans ma chambre. Oh, je plains ceux qui ne connaissent pas cette lune de miel de collectionneur avec le bibelot qu'ils viennent d'acheter. On le caresse d'un œil, de l'œil et de la main, comme s'il était de chair. On revient à tout moment près de lui. On y pense toujours, où qu'on aille, quoi qu'on fasse. Son souvenir aimé vous suit dans la rue, dans le monde, partout. Et quand on rentre chez soi, avant même d'avoir ôté ses gants et son chapeau, on va le contempler avec une tendresse d'amant. Vraiment,
Pendant 8 jours, j'adorais ce meuble. J'ouvrais à chaque instant ses portes, ses tiroirs, je le maniais avec ravissement, goûtant toutes les joies intimes de la possession. Or, un soir, je m'aperçus en tâtant l'épaisseur d'un panneau qu'il devait y avoir là une cachette. Mon cœur se mit à battre, et je passai la nuit à chercher le secret sans le pouvoir découvrir. J'y parvins le lendemain en enfonçant une lame dans une fente de la boiserie. Une planche glissa et j'aperçus étalée sur un fond de velours noir une merveilleuse chevelure de femme. Oui, une chevelure, une énorme natte de cheveux blonds, presque roux, qui avait dû être coupée contre la peau et liée par une corde d'or. Je demeurai stupéfait, tremblant, troublé, un parfum presque insensible, si vieux qu'il semblait l'âme d'une odeur, s'envolait de ce tiroir mystérieux et de cette surprenante relique. Je la pris doucement, presque religieusement, et je la tirai de sa cachette. Aussitôt elle se déroula, répandant son flot doré qui tomba jusqu'à terre, épais et léger, souple et brillant comme la queue en feu d'une comète. Une émotion étrange me saisit. Qu'était-ce que cela? Quand, comment, pourquoi ces cheveux avaient-ils été enfermés dans ce meuble? Quelle aventure, quel drame cachait ce souvenir? Qui les avait coupés? Un amant? Un jour d'adieu? Un mari? Un jour de vengeance? Ou bien celle qui les avait portés sur son front un jour de désespoir? Était-ce à l'heure d'entrer au cloître qu'on avait jeté là cette fortune d'amour, comme un gage laissé au monde des vivants? Était-ce à l'heure de la clouer dans la tombe, la jeune et belle morte, que celui qui l'adorait avait gardé la parure de sa tête, la seule chose qu'il put conserver d'elle, la seule partie vivante de sa chair qui ne dut point se pourrir, la seule qu'il pouvait aimer encore et caresser et baiser dans ses rages de douleur? N'était-ce point étrange que cette chevelure fût demeurée ainsi, alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née? Elle me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une caresse singulière, d'une caresse de morte. Je me sentais attendrie, comme si j'allais pleurer. Je la gardai longtemps, longtemps en mes mains, puis il me sembla qu'elle m'agitait, comme si quelque chose de l'âme fût resté caché dedans. Et je la remis sur le velours terni par le temps, et je repoussai le tiroir, et je refermai le meuble, et je m'en allai par les rues pour rêver. J'allais devant moi plein de tristesse, et aussi plein de trouble, de ce trouble qui vous reste au cœur après un baiser d'amour. Il me semblait que j'avais vécu autrefois, déjà, que j'avais dû connaître cette femme, et les vers de Villon me montèrent aux lèvres, ainsi qu'y monte un sanglot. Dites-moi, où naît en quel pays, et Flora la belle romaine, Archipiada née Thaïs, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant qu'en bruit on mène, dessus rivière on sut étang, qui, beauté eut plus que humaine, où sont les neiges d'antan. La reine blanche comme un lys, qui chantait à voix de sereine, Berthe au grand pied, Béatrice Alice, Arambouge qui tient le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont donc les neiges d'antan? Quand je rentrai chez moi, j'éprouvai un irrésistible désir de revoir mon étrange trouvaille, et je la repris, et je sentis en la touchant un long frisson qui me courut dans les membres. Durant quelques jours, il fallait que je la visse et que je la maniasse. Je tournai la clé de l'armoire avec ce frémissement qu'on a en ouvrant la porte de la bien-aimée, car j'avais aux mains et au cœur un besoin confus, singulier, continu, sensuel, de tremper mes doigts dans ce ruisseau charmant de cheveux morts. Puis, quand j'avais fini de la caresser, quand j'avais refermé le meuble, je la sentais toujours là, comme si elle eût été un être vivant, caché, prisonnier. Je la sentais et je la désirais encore. J'avais de nouveau le besoin impérieux de la reprendre, de la palper, de m'énerver jusqu'au malaise par ce contact froid, glissant, irritant, affolant, délicieux. Je vécus ainsi 1 mois ou 2, je ne sais plus. Elle m'obsédait, me hantait. J'étais heureux et torturé, comme dans une attente d'amour, comme après les aveux qui précèdent l'étreinte. Je m'enfermais seul avec elle pour la sentir sur ma peau, pour enfoncer mes lèvres dedans, pour la baiser, la mordre. Je l'enroulais autour de mon visage, je la buvais, je noyais mes yeux dans son onde dorée afin de voir le jour blond à travers. Je l'aimais. Oui, je l'aimais. Je ne pouvais plus me passer d'elle, ni rester 1 heure sans la revoir. Et j'attendais. Quoi? Je ne savais pas. Elle,
Une nuit, je me réveillai brusquement avec la pensée que je ne me trouvais pas seule dans ma chambre. J'étais seule pourtant, mais je ne pus me rendormir, et comme je m'agitais dans une fièvre d'insomnie, je me levai pour aller toucher la chevelure. Elle me parut plus douce que de coutume, plus animée. Les morts reviennent-ils? Les baisers dont je la réchauffais me faisaient défaillir de bonheur, et je l'emportais dans mon lit, et je me couchais en la pressant sur mes lèvres comme une maîtresse qu'on va posséder. Les morts reviennent, elle est revenue, oui, je l'ai vue, je l'ai tenue, je l'ai eue, telle qu'elle était vivante autrefois, grande, blonde, grasse, les seins froids, la hanche en forme de lyre, et j'ai parcouru de mes caresses cette ligne ondulante et divine qui va de la gorge aux pieds en suivant toutes les courbes de la chair. Oui, je l'ai eue, tous les jours, toutes les nuits, elle est revenue, la morte, la belle morte, l'adorable, la mystérieuse, l'inconnue, toutes les nuits. Mon bonheur fut si grand que je ne l'ai pu cacher. J'éprouvai près d'elle un ravissement surhumain, la joie profonde, inexplicable de posséder l'insaisissable, l'invisible, la morte. Nul amant ne goûta des jouissances plus ardentes, plus terribles. Je n'ai point su cacher mon bonheur. Je l'aimais si fort que je n'ai pas voulu la quitter. Je l'ai emportée avec moi toujours, partout. Je l'ai promenée par la ville comme ma femme et conduite au théâtre en des loges grillées comme ma maîtresse. Mais on l'a vue. On a deviné, on me l'a prise, et on m'a jetée dans une prison comme un malfaiteur. On me l'a prise, oh non, oh, misère. Le manuscrit s'arrêtait là, et soudain, comme je relevais sur le médecin des yeux effarés, un cri épouvantable, un hurlement de fureur impuissante et de désir exaspéré s'éleva dans l'asile. « Écoutez-le, dit le docteur, il faut doucher 5 fois par jour ce fou obscène. Il n'y a pas que le sergent Bertrand qui ait aimé les mortes. » Je balbutiai ému d'étonnement, d'horreur et de pitié. « Mais cette chevelure, existe-t-elle réellement ?» Le médecin se leva, ouvrit une armoire pleine de fioles et d'instruments, et il me jeta, à travers son cabinet, une longue fusée de cheveux blonds qui vola vers moi comme un oiseau d'or. Je frémis en sentant sur mes mains son toucher caressant et léger, et je restais le cœur battant de dégoût et d'envie. De dégoût comme au contact des objets traînés dans les crimes, d'envie comme devant la tentation d'une chose infâme et mystérieuse. Le médecin reprit en haussant les épaules, « L'esprit de l'homme est capable de tout. »